Bonsoir à toutes et à tous. Dans l'actualité ce soir, la Guinée et la Sierra Leone mènent l'ultime combat contre le virus Ebola. Les deux chefs d'État se sont rencontrés ce matin du côté de la frontière Guinée-Sierra Leone pour harmoniser les stratégies de lutte contre ce virus. Et puis les échos de la célébration de cette journée de l'environnement à Conakry, le secrétaire général du ministère de l'Environnement appelle à une opération de reboisement et de protection des forêts périurbaines. Enfin, au niveau de nos débarcadères, la problématique du port des îles et de sauvetage se pose toujours malgré le contrôle. Certaines personnes refusent toujours de se conformer à la mesure. Voilà pour le titre. Encore une fois, bonsoir à toutes et à tous. La Guinée et la Sierra Leone mènent l'ultime combat contre le virus Ebola. Ce matin, les deux chefs d'État se sont rencontrés du côté de la frontière guinéo-sierra-léonaise pour harmoniser les stratégies de lutte contre ce virus. Professeur Alpha Condé, Dr Ernest Baïkoroma donne l'assaut final contre cette épidémie. Les détails, c'est dans un instant dans ce même journal. Avant de se rendre à Pamlap, le président de la République a reçu en audience le directeur régional ONUCIDA en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Dr Mamadou Diallo et professeur Alpha Condé ont évoqué les questions de relations entre l'ONUCIDA et la Guinée. Sanassi Keita. Le renforcement du partenariat privilégié entre la Guinée et l'ONUCIDA. Voilà l'objectif principal de cet entretien entre le président de la République et le directeur régional de l'ONUCIDA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Son Excellence, Monsieur le Président, nous a fait le privilège de nous recevoir. Nous avons partagé avec lui la bonne nouvelle sur l'approbation par le Fonds mondial des demandes de financement soumises par la Guinée, demandes de financement qui vont se traduire par la mise à disposition d'une enveloppe de 155 millions de dollars sur 3 ans à la disposition de la Guinée pour soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la tuberculose, le paludisme et le VIH-Sida. Les questions d'assainissement et les efforts fournis par le gouvernement dans la lutte contre la maladie à virus Ebola ont été également évoqués au cours de ces discussions qui ont duré une quarantaine de minutes. Suite à cette annonce, nous avons exprimé notre gratitude au président de la République et au gouvernement dans le cadre des efforts d'assainissement que le gouvernement a pris et qui se sont traduits par la restauration de la confiance entre la Guinée et le Fonds mondial, mais également par la restauration de la sérénité et d'une coopération apaisée entre la Guinée et cette institution. J'ai profité aussi de cet échange pour exprimer au président de la République notre gratitude et notre reconnaissance pour les succès réalisés par la Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Je considère que les efforts du gouvernement et des partenaires de la Guinée ont permis d'arriver à un niveau où nous pensons que l'objectif de 0 cas Ebola est possible et à notre portée. Et la Guinée est dans la dernière ligne droite pour pouvoir réaliser cet objectif. Dr Mamadou Diallo a enfin mis l'occasion à profit pour exhorter ses compatriotes guinéens à maintenir le même élan de solidarité amorcé dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Nous recevons sur ce plateau Dr Mamadou Diallo, il est le directeur régional de l'ONUCIDA pour l'Afrique occidentale et centrale. Dr Diallo, bonsoir et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir, M. Diallo. Ok, justement, quel était votre message aux autorités guinéennes et quel appui l'ONUCIDA peut-il apporter dans la riposte contre Ebola? Je suis venu à Conakry pour marquer la solidarité de l'ONUCIDA et de l'ensemble du système des Nations Unies avec le gouvernement et le peuple de Guinée dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Marquer cette solidarité d'abord par reconnaître et saluer les succès réalisés par la Guinée dans la lutte contre cette terrible pandémie. Nous sommes venus depuis 1 an dans une situation où il y avait un danger national et nous sommes arrivés à un moment où nous pensons que maintenant nous nous dirigeons vers le cas 0 Ebola. Nous négocions le dernier virage et nous entrons dans la dernière ligne droite. Mais c'est la ligne la plus difficile, c'est l'étape la plus difficile du combat. Donc j'ai voulu dire aux autorités que c'est peut-être le moment de continuer à rester vigilants, à rester mobilisés jusqu'à l'obtention du cas 0 Ebola. Et nous avons une fenêtre d'opportunité de 4 à 6 semaines avant que les grandes pluies ne s'installent pour pouvoir réaliser cet objectif afin que ce pays puisse continuer la relance économique. J'ai profité de l'occasion pour partager aussi avec les autorités guinéennes et en particulier le chef de l'État la satisfaction des partenaires de la Guinée, de l'ONUCIDA, des Nations Unies sur l'élan de mobilisation patriotique des Guinéens, du gouvernement, de la société civile
dans la lutte contre cette maladie. Mobilisation qui a permis à la Guinée de réaliser ce succès et maintenant de regarder sereinement la ligne d'arrivée en disant que dans quelques semaines, dans quelques mois, le pays arrivera à zéro Ebola. Justement, Dr Diallo, vous êtes désormais le chef de la mission des Nations Unies au Congo démocratique et du coup promu au rang de secrétaire général. N'est-ce pas aussi une promotion pour la Guinée? Monsieur Diallo, il y a quelques semaines, les médias guinéens se sont fait l'écho d'une décision prise par le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, qui m'a nommé au poste de représentant spécial adjoint du secrétaire général à la mission des Nations Unies pour la stabilisation de la République démocratique du Congo, connue sous son acronyme MONUSCO, au rang d'assistant secrétaire général. À ce poste, je vais également avoir les fonctions de coordonnateur résident des Nations Unies, de représentant résident du PNUD et de coordonnateur humanitaire. C'est une, je dirais, une prime à la performance et à l'expérience. Mais peut-être au-delà de ma modeste personne, il faut dire que le choix d'un fils du peuple de Guinée pour servir les Nations Unies à ce poste est aussi un regard neuf et positif porté sur la Guinée. Et c'est aussi une marque de confiance pour la Guinée et je pense que je l'ai vécu comme ça, avec beaucoup d'honneur mais également avec beaucoup d'humilité, en pensant à tous les investissements que ce peuple a fait pour mon éducation, pour mon accompagnement, jusqu'à ce que je puisse m'élever à ce niveau. Et j'ai demandé à tous ceux que j'ai rencontrés de m'accompagner par leurs prières et leurs bénédictions pendant que je m'engage dans cette fonction délicate et stratégique que le secrétaire général m'a confiée. Actualité oblige, Dr Diallo, on ne va pas vous laisser sans au moins un message pour les Guinéens, notamment à ce moment où l'épidémie, la crise d'épidémie d'Ebola, les Guinéens sont en train de vivre ça, et puis le climat politique aussi est un peu tumultueux. Quel est le message que vous avez à l'endroit des Guinéens? Quand son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, m'a fait l'honneur de me recevoir ce matin, il a évoqué devant moi le travail fait par le gouvernement pour préparer le plan de relance post-Ebola. J'ai modestement demandé au Président de la République de tout faire pour que ce plan soit un plan qui intègre tous les aspects, à la fois sociaux, socio-économiques, qui nous permettront, dans les prochains mois, dans les prochaines semaines, à reconstruire le système de santé, le système de surveillance et d'alerte, à investir dans les ressources humaines en santé, dans leur motivation, dans leurs conditions de travail, mais également à investir pour la mise en place d'un filet social pour protéger les populations les plus vulnérables dans notre pays. J'ai humblement demandé au président de la République que la Guinée soit présente à la conférence du 10 juillet à New York afin qu'elle puisse influer le débat et les décisions en ce qui concerne les investissements à venir dans la période post-Ebola. Vous me parlez du contexte politique national. Ma fonction onusienne m'astreint à une obligation de résidence. Mais en tant que Guinéen, M. Diallo, je ne peux pas ne pas être interpellé par la situation dans notre pays. Et ce que je voulais dire à mes frères et sœurs guinéens, c'est qu'ils ont montré par l'élan de solidarité patriotique qui fut le leur dans la lutte contre Ebola, qu'ils sont capables de s'unir, de se donner la main pour pouvoir relever les défis auxquels ce pays fait face. Je leur demande de continuer dans le même élan, de privilégier le dialogue, la recherche du consensus et la cohésion nationale pour négocier les futures étapes afin que nous enracinons la démocratie dans notre pays et que nous créions les conditions d'un décollage économique sérieux pour notre nation. Merci, Dr Diallo, d'être venu sur ce plateau. Merci, M. Diallo. Dans l'actualité encore, le 140 se prépare pour accueillir le président de la République. Les populations de Farana se réjouissent des actes posés en si peu de temps par le président Condé. Farana est déjà en fête. C'était un reportage signé Ibrahima Keita. La préfecture de Farana, avec plus de 195 000 habitants, est une zone agricole par excellence. Ici, les populations restent attachées aux valeurs socioculturelles avec à la clé l'amorce du changement. Avec 11 communes rurales et les 12 quartiers de la commune urbaine, Farana se prépare à recevoir le chef de l'État, professeur Alpha Condé. Si le chef d'État vient, ça sera notre souhait le plus absolu. Je souhaite la bienvenue à Farana et parmi les Faranaka de Sangara. Nous sommes très contents de l'arrivée du président de la République dans notre préfecture parce que Farana aujourd'hui a le passion de changement et il a fait beaucoup de choses. Justement, en plus bref et en image, l'arrivée du chef de l'État dans le 140, forte mobilisation donc des populations comme
c'est pas quelques soucis techniques. On va justement, c'est venu en bref et en image l'arrivée du chef de l'État dans le Sankara. Forte mobilisation des populations, comme vous le voyez sur ces images. Les Sankarans saluent l'homme qui a changé l'image de leur cité. C'était cet après-midi. Dans l'actualité encore, la société Brams Group, basée en Suisse, entend réaliser une raffinerie de pétrole en Guinée. La capacité de production est estimée à 10 000 barils par jour. Elle sera réalisée du côté de Kamsar avec un coût estimé à 200 millions de dollars américains, entièrement financé par la dite société. La convention de financement et de réalisation a été signée hier au ministère des Finances. Explication, Boubacar Ba. Une raffinerie de pétrole modulaire d'une capacité de 10 000 barils par jour en Guinée. Le projet de réalisation et d'exploitation a fait l'objet hier d'une signature de convention entre le ministre d'État en charge des Finances, celui de l'Industrie et PME, avec la société Brams Group basée en Suisse. Le coût du projet est estimé à 200 millions de dollars, entièrement financé par la société Brams Group qui voudrait commencer les études environnementales les mois prochains pour débuter les travaux à Kamsar dès 2016. Il y a plus de 100 années d'expérience dans le domaine du pétrole. La Guinée va être la première réalisation, donc ce sera la fierté d'Afrique de l'Ouest, j'ai envie de dire, dans ce type de raffineries qui sont de petite taille, mais modulables et qui peuvent être extensibles aux besoins. Ce projet, négocié et obtenu par le ministre d'État en charge des Finances, s'inscrit dans le but de soulager le trésor guinéen qui dépense des centaines de millions de dollars pour l'importation du pétrole et de permettre l'expansion de l'industrie minière et la promotion des tissus industriels compétitifs dans le pays tout en délocalisant les dépôts. Ce que le président de la République est en train de poser, c'est la base du développement. C'est ce type d'investissement qui vont rendre les fils, les enfants de ce pays heureux dans l'avenir, qui vont rendre le pays compétitif. Donc il faut saluer cette initiative. Très satisfait de l'aboutissement de ce projet en sommet depuis quelques années, le ministre de l'Industrie et des PME, arrivé à la tête du département il y a seulement un mois, est déterminé à faire avancer les choses. Au-delà de la création d'emplois, de la spécialisation de certaines tâches, de la création d'activités connexes à la raffinerie, je pense que c'est une œuvre salutaire et la Guinée devait le faire il y a longtemps, mais comme on dit, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et nous sommes heureux que ce soit en notre temps et au temps du changement prôné par le président Alpha Condé que des innovations si importantes et si nouvelles se fassent dans le pays. Ce projet, issu de la diaspora guinéenne très présente dans le monde, pourrait faire tache d'huile pour inciter certains Guinéens à s'investir dans le pays pour le bien de tous. La France et la Guinée entendent renforcer leur partenariat dans le secteur de l'éducation et de la santé publique. Une mission de l'association École de l'Espoir séjourne actuellement à Conakry. Elle tente de trouver des pistes de solutions, dit-elle, pour rehausser la formation du personnel soignant. Komara Moussa nous signe ce reportage. Les membres de l'association française L'École de l'Espoir échangent avec les cadres du ministère de l'Enseignement technique professionnel. Ils font des propositions concrètes et un diagnostic des secteurs de l'éducation et de la santé publique. Selon le chef de la délégation, cette visite fait suite à la signature d'une convention entre les deux parties. Ça nous a permis d'avancer sur des éléments très concrets, que ce soit au niveau de la formation des professionnels, que ce soit au niveau des échanges également qu'on peut avoir les uns et les autres, et que ce soit évidemment sur un diagnostic qu'on est en train de faire de manière très concrète ici. Après le département de l'enseignement technique, la délégation est reçue par le ministre de l'enseignement supérieur, Baylo Teluel Diallo, a dit toute sa satisfaction en rappelant la disponibilité de son département à une réelle collaboration pour qualifier davantage le système éducatif. Au ministère de la Santé, les entretiens portent sur la promotion de la santé et de l'hygiène communautaire, la promotion des formateurs. D'essayer de travailler avec tous ces partenaires, toutes ces organisations, pour essayer de réfléchir ensemble à peut-être un projet à moyen et long terme ensemble d'accompagnement, de suivi et de développement de structures sur la promotion de la santé. Du ministère de la Santé, la délégation se rend à l'École nationale des arts et métiers. Dans cette salle, les formateurs bénéficient d'un bref exposé sur les notions de base. Après un diagnostic de 3 jours dans les secteurs clés,
L'ONG L'École de l'Espoir nourrit l'ambition de construire une école de santé publique et d'éducation physique en Guinée. Après la rencontre d'hier avec les acteurs de l'aéroport de Conakry, la mission de l'OMS et de l'OACI a visité les installations aéroportières. Cette visite devrait permettre d'évaluer les équipements et dispositifs sanitaires, mais aussi les mesures de protection. Mahmoud Bari, explication. C'est pour s'enquérir de l'état de fonctionnement des installations de détection de la température et du matériel de dépistage de la maladie à virus Ebola à l'aéroport international Conakry que la mission de l'Organisation internationale de l'aviation civile et de l'OMS s'est rendue sur les lieux. L'exercice participe au renforcement des capacités sur le terrain tout en qualifiant les mesures de protection. Il s'agit d'amener les acteurs évoluant sur la plateforme aéroportière à protéger la santé des populations au départ et à destination des pays touchés par Ebola. Il y a des dispositions qui sont déjà prises, qui sont mises en place, qui fonctionnent dans le cadre de la gestion des maladies transmissibles par les voyageurs aériens. Mais comme tout n'est jamais parfait, il y a toujours des points d'amélioration. Nous avons essayé de discuter avec l'ensemble des acteurs. Ils ont pris note des points qui pourraient être améliorés au bénéfice justement de la population. Depuis 15 mois que l'épidémie à virus Ebola sévit en Guinée, la communauté internationale et les partenaires du secteur de la santé multiplient les approches pour endiguer la maladie. Au niveau de l'aérogare international, le contrôle qu'on a, on a un contrôle spécifique pour les visiteurs et les employés, et un contrôle dédié aux passagers. Okay? Mais le contrôle visiteur, on les fait remplir une petite fiche, on prend leur température, on note là-dessus. Pour les passagers, il y a une autre fiche avec des questionnaires, on fait remplir aux passagers. Le passager remplit la fiche ainsi que le questionnaire, on essaye de voir si très bien, si le questionnaire est bien répondu. Après, on prend sa température à l'aide de la caméra thermique et à l'aide du thermoflash. Grâce aux efforts des uns et des autres, aucun cas d'Ebola n'a été enregistré ici à l'aéroport international Conakry-Bessia. Au niveau de l'aéroport de Conakry, nous avons un comité de gestion des crises. De ce fait, nous, en tant qu'autorité aéroportuaire, nous avons une équipe sanitaire qui a été mise à notre disposition par la coordination nationale. Et nous procédons à des contrôles parce que nous avons une procédure qui a été mise en place. Ce comité procède à des contrôles pour savoir s'il y a des dysfonctionnements. Et chaque semaine, ça veut dire tous les jeudis, tous les acteurs de l'aéroport, compagnie, les exploitants, la SOGIAC, l'ANA, nous nous retrouvons pour faire une réunion de débriefing de la situation. Au terme de cette évaluation sanitaire de l'OMS et de l'Organisation internationale de l'aviation civile, un plan d'urgence sanitaire doit être mis en place pour parer à toute éventualité. Justement, l'heure est à la vigilance contre le virus Ebola à la commune de Kaloum. La rigueur s'impose dans la lutte. Les mouvements des personnes venues des zones à risque sont suivis. C'est ce qui ressort de la réunion hebdomadaire de la coordination communale de lutte contre Ebola. Francis Collier. La commune de Kaloum dans la dynamique de maintenir 0 cas d'Ebola. Des unités opérationnelles sur le terrain font le porte-à-porte pour s'assurer du respect des mesures prises. On continue de faire la sensibilisation de Fotoba jusqu'à Tamara, jusqu'à Bom. Ça fait 8 km, donc de là-bas jusqu'à Bom, Robane. Avec la motilité des populations, il est arrivé que des cas se sont évadés de Forêt-Carrière, notamment de Dubrecaï, qui sont retrouvés chez nous. Donc ces contacts sont aujourd'hui retrouvés et sont suivis. Pour les autorités communales, si Kaloum se maintient à 0 cas d'Ebola, c'est grâce à un suivi rigoureux des contacts et de la remontée des informations par l'ensemble des acteurs impliqués dans cette lutte contre Ebola. Si ça ne tenait qu'à Kaloum aujourd'hui, la Guinée pouvait déclarer la fin de l'épidémie. Parce qu'on a dépassé les 45 jours, nous sommes à plus de 50 jours aujourd'hui. Même si les unités opérationnelles sont engagées à faire ce travail de volontariat, le problème de primes demeure une préoccupation, une situation que les partenaires promettent de résoudre. Mon institution s'est toujours engagée dans le processus de la lutte contre Ebola tout en accompagnant les acteurs.
Les dispositions sont en train d'être prises pour que les paiements voient le jour dans les jours qui suivent. Les autorités de la commune de Kaloum n'entendent pas baisser les bras face à cette épidémie d'Ebola qui n'a que trop duré. En dehors du continent, les travaux de la 104e Assemblée de l'Organisation internationale du travail se poursuivent en Suisse. Cette année, les pays membres sont appelés à réfléchir sur l'avenir du travail décent dans la perspective de la transformation de l'économie informelle en formelle. La délégation guinéenne est conduite par le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle. Reportage à Genève, Kamara Aboubakar. La salle des assemblées du Palais des Nations Unies à Genève. Depuis 104 ans, les pays du monde se retrouvent ici pour dérouler leur politique nationale d'emploi et de sécurité sociale. Pour garantir l'avenir du travail décent tout en renforçant la sécurité sociale. Les délégations composées de syndicats, patronats et gouvernements se font remarquer sur l'attention accordée à la justice sociale. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer que notre pays a mis en place la Caisse nationale de prévoyance sociale des agents de l'État et l'Institut national d'assurance maladie obligatoire et qu'il est en phase de se doter d'un Conseil national du dialogue social. Ces avancées pour les travailleurs guinéens renforcent la crédibilité actuelle du pays auprès des instances internationales. Effectivement, nous avons profité de cette session pour témoigner au BIT des mesures que nous prenons en interne en Guinée pour respecter la feuille de route du BIT et surtout leur charte, notamment en matière de protection, de transition de l'économie informelle vers le formel et d'autres appuis au secteur du travail et aux travailleurs en général. Et donc cette session cette 104e session était l'occasion pour le gouvernement guinéen non seulement de témoigner des efforts qui sont en train d'être faits pour suivre cette ligne directrice, mais également remercier le BIT pour l'accompagnement dont la Guinée a fait l'objet lorsque Ebola s'est présenté et pour l'accompagnement qui s'annonce pour la crise, pour le post-Ebola qui devrait se matérialiser très bientôt par un appui précis en matière de création d'emplois, en matière de protection sociale, en matière également, et nous l'espérons, de plaidoyer pour l'annulation de la dette de la Guinée. Avec une délégation de 108 membres composée en majorité de syndicats et de patronats, la Guinée affiche sa solidarité dans la perspective d'une relance économique post-Ebola. Nous pensons qu'on pourra, à la fin de cette conférence, créer beaucoup d'emplois en Guinée, surtout qu'on a parlé des PME, des PMI et surtout du passage de l'informel au formel. Je crois que ce sera un atout pour la Guinée. La transformation de l'économie informelle en économie formelle est le nouveau défi auquel le monde se prépare pour accroître la croissance et atténuer les disparités sociales. Comme annoncé dans les titres, la Guinée et la Sierra Leone mènent l'ultime combat contre le virus Ebola. Ce matin, les deux chefs d'État se sont rencontrés du côté de la frontière guinéo-sierra-léonaise pour harmoniser les stratégies de lutte contre ce virus. Professeur Alpha Condé, Dr Ernest Baye Koroma donne l'assaut final contre cette épidémie. Alcénie Listo Camara nous signe ce reportage. C'est une rencontre de mise en place d'une stratégie de lutte contre le virus Ebola entre le président professeur Alpha Condé et son homologue Dr Ernest Baye Koroma de la Sierra Leone. Ici à Balamouya, la frontière entre ces deux pays. Les deux présidents ont pris des engagements pour mettre fin à ce virus destructeur dans ces préfectures de Forcaria et de Cambia. Ebola effect, we don't get the treatment centers. Maintenant, vous devez savoir que si on ne s'approprie pas de la lutte contre Ebola, même si on reçoit en dépit de toutes les assistances que nous avons reçues de la communauté internationale, je pense que l'objectif n'est pas encore atteint. Donc nous avons également dit que quand quelqu'un est malade, c'est ceux qui sont spécialisés dans le traitement, c'est à eux qu'on doit faire. On a également dit quand quelqu'un tombe malade et que également les morts, personne ne doit toucher le corps. Également, on nous a dit que quand quelqu'un meurt, ne touchez pas le corps, appelez l'équipe de Ebola pour qu'ils viennent s'en charger. C'est que nous sommes très inquiets parce que pour nous, l'Ebola devait finir depuis au moins 3 mois avant la réunion de Washington avril.
Mais nous sommes très inquiets parce que à Forcalais et à Cambia, il y a une persistance. Donc nous sommes venus pour réellement sensibiliser la population, que chacun prenne ses responsabilités, afin qu'on arrive à lever la zéro le plus tôt possible. Vous savez, lorsqu'il y a des grandes pluies, il y a beaucoup de maladies, il y a la fièvre, etc. Donc tout le monde prend des paracétamol, donc ça devient difficile. Donc il faut absolument qu'on finisse le volant le plus tôt possible. Et nous avons trouvé nécessaire nous-mêmes de nous déplacer, de venir nous adresser à nos populations, de sensibiliser, de faire comprendre que quel que soit ce que les médecins font, la solution c'est dans leurs mains. C'est pourquoi nous sommes venus tous les deux. Massivement mobilisés pour écouter les deux présidents, les populations de Forcaria et de Cambia promettent d'accompagner les autorités pour l'éradication totale du virus Ebola. Je suis prêt à accompagner les autorités. Je suis prêt à aller même porte à porte, conseiller les familles, conseiller les ménages et les encourager à utiliser les dispositifs de lavage. Les deux présidents ont donné plein pouvoir aux équipes sur le terrain sur le strict respect des règles d'urgence sanitaire et instruire les autorités locales pour le respect des engagements. Des prières et bénédictions ont été formulées pour l'éradication de la maladie et contre les cas de réticence. Dans l'actualité encore, les échos de la célébration de cette journée de l'environnement à Conakry, le secrétaire général du ministère de l'Environnement appelle à une opération de reboisement et de protection des forêts périurbaines. Une journée de l'environnement sur fond de forte chaleur dans la capitale, malgré quelques gouttes de pluie ce soir. Le reportage est signé Alia Kamara. En cette journée de l'environnement, le département s'appuie sur la canicule qui frappe la capitale Conakry pour interpeller chacun sur le rôle qu'il doit jouer. Construit devant moi. Les menaces, vous les ressentez maintenant. Parce que vous et moi, on a chaud. Alors la chaleur n'a pas de couleur. Donc ensemble, on doit se donner la main comme un seul homme pour reboiser. Il faut reboiser, c'est ça. Ce 5 juin est une journée marquée par une forte chaleur, plus de 30 degrés à Conakry. Un message que nous envoie Dame Nature pour appeler au reboisement et pousser les autorités à prendre des décisions. Si vous remarquez Conakry, le littoral est travesti par des occupations et des constructions anarchiques. Les palutuviers, les rhizophora ont disparu, dégradant ainsi les niches naturelles de la richesse halieutique. Les arbres qui existaient dans Conakry et qui faisaient sa perle à l'époque, les flamboyants, les manguiers et autres là, ont été bradés. En Guinée, plusieurs formes d'agression systématique contre la nature ont été relevées. Outre les phénomènes de carbonisation et de four à briques, certaines forêts du pays profond sont parfois soumises au supplice du feu. Celles de Conakry ne sont pas non plus épargnées. Et puis le ministre de la Communication chez l'ambassadeur de la Chine en Guinée, les entretiens entre les deux personnalités ont porté essentiellement sur la problématique de la lutte contre Ebola et la coopération dans le domaine des médias. Aïssatou Dessou. Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens d'amitié et de coopération entre la République populaire de Chine et la Guinée. Le ministre de la Communication a mis l'occasion à profit pour rappeler l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. La Chine a prouvé pendant l'épidémie d'Ebola que la Chine est un pays frère et ami de la Guinée. Nos deux pays sont complémentaires. Si la Chine a des capitaux et la technologie, la Guinée recèle aussi des potentialités minières que la Chine a besoin pour son développement. Et c'est pourquoi nous avons parlé de la possibilité de la formation des journalistes, mais également la possibilité des échanges entre les deux presses. En invitant le locataire du département de la communication, la Chine, par la voix de son ambassadeur, entend maintenir et renforcer l'amitié sino-guinéenne nouée depuis les indépendances. Nous avons déjà promis de vous aider dans cette lutte contre Ebola jusqu'à la fin de l'Ebola. Deuxièmement, c'est-à-dire nous avons déjà une coopération fructueuse entre nos deux pays et nous allons continuer dans ce domaine-là pour renforcer notre coopération post-Ebola. C'est pour profit de notre peuple parce que nous sommes complémentaires dans le domaine économique. À l'issue de ce tête-à-tête entre les deux personnalités,
L'ambassadeur de la Chine a offert au ministre de la Communication des livres qui retracent l'histoire de la Chine et promet des équipements pour la presse guinéenne. Autre facette de l'actualité au niveau de nos débarcadères, la problématique du port des gilets de sauvetage se pose toujours. Vous allez le voir, pour la traversée sur les îles de Los, malgré le contrôle, certaines personnes refusent toujours de se conformer à la mesure. Notre reporter Alceni Listo Camara est allé au port artisanal de Boulbiné. Voici son reportage. Le port de gilets de sauvetage au départ du débarcadère de Boulbiné est désormais une obligation. Depuis le naufrage survenu en 2013, qui a coûté la vie à plusieurs citoyens des îles de Los, cette mesure est en pleine application. Mais force est de constater que certains citoyens refusent catégoriquement de porter le gilet orange, surtout en cette saison des grandes pluies. Même si tu connais nager, même si tu es poisson, je peux le dire, mais une fois que tu es dans la barque, essaie de porter le gilet. Pourvu qu'on puisse au moins, en cas de naufrage, on ne le souhaite pas, mais tout chose est faisable. En cas de naufrage, au moins qu'on puisse retrouver quand même le corps, ou bien qu'on puisse quand même te sauver, te secourir à temps. Chacun d'eux a un gilet, a des gilets. Et par le nombre, parce que les barques qui prennent 40 personnes, d'autres prennent 35 personnes, ça dépend de la grandeur. Mikael Bangoura est l'un des rescapés du naufrage de 2013. Un bidon en plastique lui a sauvé la vie. Pour lui, il est impossible de naviguer sur une embarcation sans gilet. C'est nécessaire et puis c'est normal de donner les gilets. Et je remercie bien, le gouvernement nous a aidé beaucoup. Il convient pour les autorités, et surtout en cette saison, de faire appliquer à tous les niveaux ces consignes de sécurité maritime afin d'éviter de nouveaux incidents. L'autonomisation de la femme guinéenne, l'État est appuyé par plusieurs institutions de microfinance. Ce vendredi, 500 femmes ont bénéficié des premiers prêts de la mutuelle financière des femmes africaines. 1 milliard de francs guinéens sont injectés dans l'opération avec pour objectif la réduction du taux de pauvreté chez la femme. Explication, Mamadi Terma Kamisoko. Elles peuvent être toutes joyeuses. La MUFA, mutuelle financière des femmes africaines de Guinée, leur offre une opportunité pour entreprendre. Un montant d'1 milliard de francs guinéens est à partager entre 500 femmes issues en majorité de groupements à faible revenu. Cela va nous apporter beaucoup de choses parce que ça va nous rendre indépendantes et ça va faire que nous allons soulager nos familles. Je suis plus que comblée, très heureuse vraiment et très fière de ce que nous avons fait comme travail. Parce que quand on commençait ce projet, beaucoup avaient dit que ça n'allait jamais aboutir et que bon, c'est une histoire de femmes. Ce sont là les premiers prêts de l'institution de microcrédit depuis le début de ses activités le 27 mars dernier. L'objectif est de réduire l'incidence de la pauvreté qui se féminise en Guinée. Je suis sincèrement soulagée et reconfortée parce que vous vous êtes massivement mobilisés et parce que vous croyez en vous d'abord, vous les femmes. C'est vraiment une initiative pour une approche de développement endogène en faveur des femmes guinéennes. La MUFA a actuellement 8 agences fonctionnelles dans le pays. Le projet d'extension continue. Le principal partenaire souhaite l'utilisation judicieuse des premiers fonds alloués. Le succès de notre MUFA et notre victoire sur la pauvreté ne seront possibles que si chacun respecte ses engagements. N'oubliez jamais, mes chers sœurs, un crédit doit se rembourser. La femme constitue 55% de la population guinéenne. Elle est aussi la couche la plus vulnérable. À travers l'octroi des microcrédits, plusieurs d'entre elles pourraient gagner le pari de l'autonomisation. On reste avec les femmes, mais cette fois dans le sport. La commission femmes et sport du comité olympique et sportif guinéen vient de célébrer la femme dans le sport. 10e du genre, cette année, l'autonomisation de la jeune fille par le sport est le thème retenu pour cette journée. Kadiatou Traoré. Pour fêter ses 10 ans d'existence, la commission femmes et sport a organisé ce mercredi une journée de plaidoyer et de sensibilisation autour du thème l'autonomisation de la jeune fille par le sport. C'est la cour du comité olympique et sportif guinéen qui a servi de cadre à cette manifestation qui a mobilisé plusieurs personnalités venues apporter leur soutien à la commission. La célébration de cette journée sera l'occasion
pour le département du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance, de vous exprimer haut et fort le soutien et l'attachement de notre secteur aux initiatives et aux programmes de la Commission Femmes et Sport pour une autonomisation complète de la couche féminine dans les différents domaines d'activité aussi variés que sont la gestion et l'encadrement du sport. Toujours un sentiment de fierté, un sentiment de progrès, parce que nous sommes à la 10e édition, donc c'est un travail continu et chaque année nous voulons, jusqu'au jour où on arrivera à avoir l'égalité entre femmes et sport dans notre mouvement sportif. Le sport, vecteur primordial d'unité, la femme baromètre de la société, ces deux associés donnent forcément un mélange de paix, mais surtout de garanties. 10 ans, ça se fête. Pendant ces 10 ans, nous avons eu des avancées en termes d'administration du sport, en termes de positionnement des femmes au niveau des fédérations sportives nationales. Nous en avons enregistré 4. Sur le plan africain, il y a eu des femmes qui se sont illustrées à ce niveau. Le coup final se fera ce dimanche 7 juin du côté de Forêt-Caria par un match de gala de foot féminin. Enfin, en plus bref, la planète foot s'arrête demain pour 90 minutes, voire plus, pour une finale entre champions à Berlin. Les champions d'Espagne rencontrent ceux d'Italie pour une coupe et c'est la plus convoitée par les footballeurs, celle aux grandes oreilles. Barça-Juve, c'est ce samedi à 18h30. C'est tout pour les infos. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir. À bientôt, Inch'Allah.